Vous vous souvenez peut-être de ces vidéos de files d'attente interminables d'étudiants à des distributions alimentaires pendant le Covid? Eh bien malheureusement, près de 4 ans plus tard, les choses n'ont pas vraiment bougé, la précarité étudiante, notamment alimentaire, est plus que jamais présente et les chiffres sont assez inquiétants. Alors quelle est l'ampleur du problème et que compte faire le gouvernement? Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une des actualités du jour. Et au passage, merci beaucoup pour tous vos retours puisque hier je vous avais demandé en fait les sujets que vous aimiez que l'on traite dans ce format-là, que vous aviez des sujets que vous vouliez voir davantage ou moins. Bref, c'est super intéressant et on va prendre vos retours dans les prochains jours le plus possible. Alors, un tiers des étudiants déclarent sauter des repas par manque d'argent et c'est ce qu'indique un baromètre de l'IFOP pour l'organisation et l'association Copain qui a été publié ce jeudi et qui veut mettre en lumière les difficultés quotidiennes des jeunes en formation en France. Ils sont donc 36% contre 29% pour la moyenne nationale hors étudiants à sauter des repas. Et évidemment, et d'ailleurs on le voit avec ce chiffre, je le dis dès maintenant, ça ne concerne pas que les jeunes, et même chez les jeunes, ça ne concerne pas que les étudiants. C'est un problème qui est global, de précarité d'une grande partie de la population. Ça, c'est très important de le dire, et on en parle régulièrement, simplement ici, aujourd'hui. L'étude, elle porte sur la question des étudiants. Ce constat, en fait, il est particulièrement important dans les antennes de Copain, donc de l'organisation Copain, notamment dans les Antilles, donc en Martinique ou encore en Guadeloupe, où 2 tiers des personnes interrogées sautent des repas régulièrement. On en parle depuis quelques semaines dans ces 2 départements d'outre-mer, mais aussi dans d'autres régions. Les prix de l'alimentaire sont en moyenne 40% plus élevés que dans l'Hexagone, selon des chiffres de l'INSEE, sachant que c'est une moyenne qui cache des écarts de prix parfois encore plus importants. Il faut donc comprendre qu'il y a aussi un problème très important dans le cas des outre-mer. Donc là, si on revient en chiffres à l'échelle globale, il y a un autre chiffre qui est assez notable. 18% des personnes interrogées ont recours à l'aide alimentaire. C'est donc des chiffres alarmants, sachant que aujourd'hui, pour tenter de répondre à cette précarité étudiante, il y a donc ce travail colossal qui est fait par des associations, et j'en reparle juste après. Il y a aussi des dispositifs de l'État, notamment les restaurants universitaires, avec des repas à 3,30 € pour les étudiants non boursiers et 1 € pour les boursiers ou pour les étudiants qui sont en situation de précarité. Mais ce qu'on peut noter, c'est que seulement 54% des étudiants les fréquentent régulièrement. Les raisons qui sont évoquées dans l'étude, c'est l'éloignement géographique. En gros, c'est pas toujours très proche de là où vous logez. Les files d'attente aussi parfois qui sont très longues, ou encore des tarifs jugés trop élevés dans certains cas et dans certaines situations. Par ailleurs, l'étude s'est donc penchée à l'échelle nationale, mais aussi auprès des étudiants qui bénéficient directement de l'association Copain. Et donc chez ces étudiants qui bénéficient des aides alimentaires, pour 40% des étudiants qui bénéficient d'aides alimentaires, le reste à vivre, donc en gros la somme qui reste une fois que toutes les charges comme le loyer ou l'électricité sont payées, eh bien il est d'environ 50 € par mois, donc ça fait environ 1,60 € par jour pour vivre. En 2023, c'est 33% d'entre eux qui avaient moins de 50 € pour vivre chaque mois. Alors l'étude, elle pointe aussi d'autres problématiques qu'on connaît, qu'on a déjà eu l'occasion d'évoquer sur la chaîne, la question du logement avec la recherche d'un appartement qui est toujours compliquée, la question aussi donc des charges locatives avec 1 tiers des étudiants qui ont du mal à payer leurs charges locatives dans les délais, c'est supérieur à la moyenne nationale. Il y a aussi évidemment la question de la santé mentale qui est très combinée d'ailleurs à la question de la précarité, mais pas que. Récemment, l'inflation, donc la hausse générale des prix, a poussé ces jeunes à faire des concessions sur des activités qui généralement peuvent aider à avoir un bien-être relativement meilleur. Un étudiant sur 2 a par exemple été obligé de réduire ses dépenses de divertissement et de sortie. Et puis 4 étudiants sur 10 déclarent qu'il leur arrive souvent de se sentir seuls. C'est plus du double de la moyenne nationale. C'est donc un enjeu de santé mentale qui n'a pas baissé depuis la fin du Covid, qui est même toujours extrêmement présent. On a d'autres chiffres extrêmement alarmants sur le sujet qui montrent une surreprésentation de ces problèmes dans le cas des jeunes. Vous le savez, c'est un sujet qui nous tient à cœur, qu'on évoque régulièrement et on continuera à en parler. Alors une fois qu'on a dit ça, quelle a été la réponse du gouvernement et que répondent les assos? Alors très rapidement, en 2022, il y a une enveloppe exceptionnelle de 10 millions d'euros qui avait été débloquée, soit l'équivalent de moins 300 000 colis alimentaires permettant à un étudiant de se nourrir pendant une semaine. Plus globalement, à la rentrée 2023, les bourses étudiantes ont été revalorisées de 37 € par mois pour tous les échelons, touchant environ 1 million d'étudiants. Il y a 35 000 nouveaux étudiants qui sont devenus éligibles à ces bourses. Enfin, fin 2023, le gouvernement a mis en place la gratuité des protections périodiques pour les jeunes de moins de 26 ans. Mais tout cela est jugé globalement insuffisant par les organisations et par les associations. Et les chiffres donc montrent que l'urgence est toujours présente. Alors, quelles peuvent être les potentielles solutions? Très rapidement, l'une des solutions qui est régulièrement évoquée, c'est le fait de généraliser les repas à 1 € pour tous les étudiants. Donc pas seulement pour les étudiants boursiers, parce que certains ne sont pas boursiers, mais ils sont tout de
de même en difficulté et ils ne se voient pas donc accepter ce genre d'aide. Le deuxième enjeu majeur, c'est la question du logement, avec notamment le problème des logements vacants qui pourraient être utilisés selon les assos. Toujours sur le logement, l'organisation donc appelle à financer les constructions de logements universitaires. Enfin, parmi les mesures qui sont proposées, l'idée de revaloriser les gratifications de stage, donc les rémunérations de stage. Actuellement, c'est payé minimum 4,35 € de l'heure, et ça c'est uniquement quand c'est des stages de plus de 2 mois. Autrement, quand c'est moins de 2 mois, c'est l'entreprise qui décide si elle veut payer ou non les personnes qui sont en stage. Bref, quelques sujets parmi plein d'autres. Je vous mets des liens en description, que ce soit des assos qui peuvent vous aider si vous êtes dans le besoin, mais aussi de notre média Élan. Vous le savez, on a lancé il y a quelques mois un média dédié à l'insertion dans la vie professionnelle et on essaie au maximum d'aborder aussi ces sujets de problématiques quand on est étudiant, quand on débute dans la vie professionnelle. La meilleure façon de suivre aujourd'hui, c'est notamment sur Instagram. Le nom du compte donc c'est élan.media. Je vous laisse avec Léa pour les actualités en bref et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. La mort du chef du Hamas, Yahya Sinwar, signe le début de la fin de la guerre à Gaza. C'est en tout cas ce qu'a assuré le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou dans une vidéo publiée dans la nuit de jeudi à vendredi. L'armée israélienne a assuré ce jeudi avoir éliminé Yahya Sinwar, qui est considéré comme l'un des architectes des attaques du 7 octobre lors d'un combat dans la bande de Gaza. En tout cas, Benjamin Netanyahou a déclaré qu'il s'agissait d'une étape importante dans le déclin du Hamas. De son côté, le Hamas a confirmé ce vendredi dans une vidéo la mort de son chef, mais un responsable du mouvement islamiste palestinien a néanmoins affirmé que le Hamas ne pouvait pas être éliminé. Pour la France et les États-Unis, il s'agit en tout cas d'une occasion à saisir pour parvenir à un cessez-le-feu à Gaza. L'Iran, quant à elle, qui est l'ennemi juré d'Israël et un allié du Hamas, a assuré que la mort de Yahya Sinwar allait renforcer l'esprit de résistance et qu'il serait un modèle pour la jeunesse. Jeudi soir, le mouvement islamiste libanais du Hezbollah, lui aussi allié du Hamas et qui a été durement frappé ces dernières semaines par Israël, a annoncé passer, je cite, à la vitesse supérieure dans sa guerre avec Israël, promettant une nouvelle phase d'escalade. Deuxième actu, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dévoilé ce mercredi son plan de victoire pour battre la Russie devant les députés ukrainiens. Il l'a aussi présenté ce jeudi lors d'un sommet de l'Union européenne dont l'Ukraine ne fait pas partie aujourd'hui. Alors l'objectif de ce plan, c'est de parvenir à une fin juste et rapide de la guerre courant 2025. Pour y parvenir, Volodymyr Zelensky a assuré qu'aucun territoire ne serait cédé à la Russie. Il a aussi demandé aux Occidentaux de lui livrer des moyens de dissuasion non nucléaires et de l'autoriser à utiliser des missiles longue portée pour viser le territoire russe, ce que refusent les États-Unis pour le moment. Ces missiles permettent une très grande précision et sont capables de frapper le territoire russe en profondeur. Volodymyr Zelensky a également demandé à l'OTAN, qui est une alliance politico-militaire menée par les États-Unis, de l'inviter à la rejoindre. Côté russe, la diplomatie a accusé Volodymyr Zelensky de pousser les pays de l'OTAN à entrer en conflit direct avec la Russie. Troisième actu, en France cette fois-ci, la justice a ordonné ce jeudi le blocage de plusieurs sites pornographiques extra-européens qui ne vérifient pas l'âge des internautes et qui sont donc accessibles aux mineurs. Concrètement, les fournisseurs d'accès internet ont 15 jours pour procéder au blocage des sites Xhamster, Tukif, MrSex et Ici Porno. Faut savoir que tout ça n'est pas nouveau. En 2021, la justice avait été saisie par 2 associations de protection de l'enfance qui réclamaient le blocage de 9 sites jusqu'à ce que soit démontrée la mise en œuvre par ces derniers d'un contrôle autre que purement déclaratif de ce que les utilisateurs sont majeurs. En fait, aujourd'hui, il suffit de répondre oui à la question « Êtes-vous majeur ?» pour accéder à ces sites, mais rien n'est fait pour vérifier que c'est vraiment le cas. Concernant les plateformes qui sont hébergées au sein de l'Union européenne, comme Pornhub ou YouPorn, la justice française attend une réponse de la Cour de justice de l'Union européenne pour rendre sa décision. Quatrième actu, un nourrisson est mort lors du naufrage d'un bateau de migrants dans la Manche, au large du Pas-de-Calais, ce jeudi soir. L'embarcation, qui était surchargée de personnes, tentait de rejoindre clandestinement l'Angleterre. Selon la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord, 65 personnes ont été récupérées saines et sauves, mais le bébé a d'abord été retrouvé inconscient à l'eau avant d'être déclaré décédé. Au moins 52 personnes sont mortes dans des tentatives de traversée de la Manche en 2024, un record depuis 2018 qui marque le début du phénomène des small boats. Ce sont des embarcations de fortune utilisées par les migrants pour tenter de rejoindre l'Angleterre. Cinquième actu, les délais pour obtenir un rendez-vous chez un médecin spécialiste sont extrêmement longs, même en cas d'urgence, selon une étude du premier syndicat des généralistes publiée ce jeudi. D'après les médecins généralistes consultés pour cette enquête, ce sont les rendez-vous avec un dermatologue ou un psychiatre qui sont les plus compliqués à obtenir. Concrètement, lorsqu'un généraliste demande un avis rapide d'un dermatologue parce qu'il y a une suspicion de cancer par exemple, le syndicat indique que dans un gros tiers des cas, ce n'est pas possible avant 3 mois. Pour les psychiatres,
pédiatres, seuls 5% des médecins généralistes ont un rendez-vous en moins d'une semaine pour leurs patients et dans plus de la moitié des cas, c'est plus de 3 mois d'attente. D'autres spécialités sont aussi touchées par des délais d'attente très longs comme la cardiologie ou la neurologie par exemple. L'accès est plus fluide chez les chirurgiens ou pour faire un scanner ou une IRM. Et on finit avec cette actu. À Londres, le musée de la National Gallery a renforcé ses mesures de sécurité pour prévenir des actions militantes visant ses œuvres. En fait, ces 2 dernières années, la National Gallery a été la cible de 5 attaques distinctes contre ses œuvres par des activistes écologistes et des militants pro-palestiniens. Fin septembre, par exemple, des militants écologistes de l'association Just Stop Oil ont jeté de la soupe à la tomate sur 2 tableaux du peintre Vincent van Gogh. À noter que les œuvres sont protégées par des vitres et qu'elles n'ont donc jamais été endommagées dans ces attaques, mais leurs cadres ont parfois été abîmés. Résultat, le musée a annoncé qu'à partir de ce vendredi, aucun liquide ne sera accepté dans la National Gallery, à l'exception du lait infantile et des médicaments sur ordonnance. Merci beaucoup Léa. Alors la question du jour c'est la suivante. Où en est-on sur le rachat de TikTok par les États-Unis et son interdiction possible? Effectivement, actuellement, le statut de TikTok aux États-Unis reste assez incertain. Si vous n'aviez pas suivi en mars dernier, la Chambre des représentants, donc l'équivalent de l'Assemblée nationale en France, a adopté une loi exigeant que ByteDance, la société mère chinoise de TikTok, vende l'application, en tout cas à l'échelle locale, à un groupe américain et des États-Unis, sans quoi TikTok serait interdit sur le territoire américain. La raison, c'est que les États-Unis s'inquiètent de potentiels risques pour la sécurité nationale, puisque ByteDance donc est chinois, ils s'inquiètent d'une collecte de données, d'influence sur les utilisateurs américains. Derrière tout ça, beaucoup estiment aussi qu'il y a une guerre économique entre les États-Unis et la Chine. En tout cas, où est-ce qu'on en est? Eh bien, il faut savoir qu'au mois de mai, le milliardaire américain Frank McCourt, qui est aussi propriétaire de l'OM, avait annoncé vouloir racheter TikTok, mais pour l'instant, il n'y a pas vraiment de nouveau. On sait aussi qu'en septembre, ByteDance a fait appel de cette décision devant la justice américaine, dénonçant une loi sans précédent. Je vous passe les détails des timings, mais on devrait y voir plus clair d'ici la fin de l'année ou tout début d'année prochaine. On verra donc ce qu'il en est, et peut-être d'ailleurs que les changements pendant la présidentielle américaine et donc les changements à la Maison Blanche auront peut-être un impact là-dessus. Bref, on suivra tout ça. Voilà en tout cas pour ce sujet, et ce week-end, pour suivre l'actualité, vous le savez, rendez-vous sur Instagram. Le nom du compte, c'est Hugo Décrypte. On a aussi une nouvelle vidéo, justement d'ailleurs, sur les États-Unis qui sort ce dimanche sur la chaîne. Rendez-vous donc sur cette chaîne YouTube que vous allez trouver directement en description. C'est notre chaîne YouTube dédiée au grand format. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et puis on se dit à très vite.